Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Éco-Région, votre rendez-vous mensuel consacré à l'économie et au business de notre région. Vous vous demandez peut-être à qui appartient et d'où provient le mobilier que vous voyez ici en plateau, que vous voyez tous les mardis dans FC Politique et tous les mois dans Éco-Région. Eh bien, il vient de Swap, une entreprise nyonnaise qui fait de la location avec possibilité d'achat de mobilier premium. Bonjour Caroline Lefebvre. Bonjour Alexandre. Vous êtes la cofondatrice de Swap. Merci déjà d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On va parler du coup de cette entreprise nyonnaise fondée en 2021. Et bonjour Stéphane Meyer. Bonjour Alexandre. Merci Stéphane d'être avec nous. Alors, petite présentation de Swap, je le disais, créée en 2021, mais encore. Oui, alors c'est une entreprise, comme vous le dites Alexandre, créée en 2021, qui s'est développée petit à petit pour aujourd'hui développer environ 6 employés avec 2 entrepôts dans la région, un à Gland, un à Morges. On l'a vu, un investissement de base en 2021 de 250 000 francs pour créer l'entreprise. On va un petit peu décortiquer cet investissement plus en détail par la suite. Et en chiffre d'affaires, ça représente quoi Swap aujourd'hui ? Alors, Swap a connu une jolie croissance. Aujourd'hui, c'est environ estimé 500 000 francs de chiffre d'affaires en 2024. En 2023, on était à 403 000 francs sur l'année. Une croissance donc de 20%. Plutôt un beau chiffre, une belle croissance pour une petite entreprise assez jeune. Alors, je parlais de location de mobilier premium, mais quelles sont les différentes activités de Swap et comment elles se répartissent dans le chiffre d'affaires ? Alors, Swap a évolué petit à petit en développant plusieurs grandes activités. La principale, 40% de l'événementiel, 40% de home staging. On va en parler un petit peu de cette pratique encore peu connue par certains. Et puis 20% dans la vente et location aux particuliers. Alors voilà pour l'entreprise Swap, on va la mettre en exergue aussi par rapport au marché du meuble et le marché global. On a vu, il a pris un petit ascenseur après le Covid. Oui, alors pendant le Covid, un petit peu après le Covid, les gens ont eu envie de renouveler un petit peu leur mobilier. On le voit sur cette courbe avec un chiffre global du marché de l'ameublement qui tourne entre 2,3 et 2,5 milliards par année. Une petite croissance post-Covid. Le marché s'est un tout petit peu stabilisé maintenant avec 2,35 milliards sur cette année. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le choix en fait, des gens pour acheter ou louer leur mobilier. Ça passe de plus en plus par Internet. Alors, les canaux se démocratisent, les acteurs aussi. On voit qu'aujourd'hui, on est environ à 12% des achats qui se font uniquement en ligne. 46% des achats se font sur un mode hybride. Donc, une forte progression du en ligne ces dernières années, et également avec l'apparition d'acteurs 100% en ligne comme La Redoute et d'autres qui se sont développés sur le marché de l'ameublement également. Et plus largement, le mobilier, ça représente quoi dans le pouvoir d'achat des ménages ? Alors, au niveau des dépenses du ménage, on se situe environ à 3,6% des dépenses annuelles. Dedans, bien sûr, il faut prendre tout ce qui est également articles ménage, entretien courant du foyer. C'est environ 1,5 à 2% en réalité au prorata. Donc quand même, une belle part dans le gâteau des ménages romans et suisses de manière générale. Et une tendance qui pourrait augmenter ces prochaines années. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Stéphane, rejoignez-nous à table. Caroline, donc je le disais, vous êtes la cofondatrice de Swap. Racontons un petit peu l'histoire. Comment est-ce qu'on en vient à créer sa propre entreprise, à se lancer dans cette histoire, à avoir surtout le déclic et puis le courage de le faire ? Oui, alors je pense comme tout début de start-up, ça s'est posé à moi via une problématique d'abord personnelle. Donc j'ai 2 enfants qui ont un écart d'âge assez important, ils ont 7 ans d'écart. Et du coup, je devais trouver des nouveaux meubles pour ce 2e bébé. Et puis, je trouvais dommage d'acheter du matériel et du mobilier neuf, sachant qu'un enfant grandit vite, que les besoins aussi sont différents en fonction de l'âge. Et dans ce cas-là, j'ai cherché pour trouver une solution alternative pour avoir du mobilier en location. Donc démarche économique et écologique aussi, il y avait ça comme réflexion derrière aussi. Oui, et puis on voyage quand même beaucoup avec mon conjoint, donc on sait que ça existe dans d'autres pays d'Europe et outre-Atlantique. Oui. Et puis j'avais jamais vraiment eu cette démarche jusqu'à ce jour-ci, et j'ai cherché s'il y avait possibilité de louer du mobilier d'enfants. Et je suis tombée face à un mur, il n'y avait pas du tout de possibilité de location de mobilier
de part au début d'enfants et après j'ai cherché un petit peu plus loin. Donc tout a commencé là, je me suis d'abord lancée dans le mobilier d'enfants et puis bien sûr face au marché, aux demandes, j'ai vite changé et développé ma structure en fonction des demandes que je recevais parce que le mobilier d'enfants ça reste une niche quand même assez fermée. Oui. Donc, je me suis développée pour la location de mobilier pour toute la maison. Mais alors, vous ne travaillez pas dans ce milieu-là à la base. Je crois que vous venez du médical vous-même. Et puis, alors, comment est-ce qu'on en arrive à se dire on va fonder notre propre entreprise? Parce que c'était avec votre conjoint, d'ailleurs, que vous avez fondé Swap. Oui, tout à fait. Alors, mon conjoint est aussi cofondateur. Il faut savoir que mon conjoint il travaille dans l'immobilier. Donc, je l'aidais quand même. Je suis issue du milieu médical, mais j'ai quand même toujours eu cette passion pour la déco d'intérieur. J'ai aussi fait, pour moi, des formations, des choses comme ça. C'était une passion, en fait. C'était une passion. Et du coup, je faisais déjà le week-end pour lui de la dépersonnalisation pour mieux vendre les maisons, un peu du home staging, des choses comme ça. Mais il faut se lancer un peu dans le vide quand on crée une entreprise, une start-up comme ça. Comment le déclic il vient et comment est-ce qu'on ose franchir ce pas? Alors, je ne vous cache pas que c'est quand même mon conjoint qui m'a beaucoup poussée. J'ai toujours été salariée, donc pour moi, j'avais quand même ce confort salarial et puis voilà, la sécurité d'avoir un emploi stable. Donc, c'est ma première expérience en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, c'est mon mari qui m'a dit, on était plus forts, c'est ça que vous dites. T'inquiète, au pire, au pire, on se prend les pieds dans le tapis, puis on apprend toujours de ses erreurs, et puis chaque chose nous permet de grandir, d'évoluer, et puis au pire. Et finalement, ça a marché, parce qu'on voit une croissance quand même de 20%, en tout cas sur cette dernière année, et un chiffre d'affaires plutôt intéressant. Stéphane, quand on se lance, alors certes, il y a le courage, il y a les proches aussi qui font, mais il y a aussi les fonds et les investissements, et notamment Swap a fait appel aussi à un investisseur. Comment ça se passe? Oui, en particulier lorsqu'on parle d'une entreprise qui n'est pas purement du service, mais il y a des investissements importants à faire au début. Il faut déjà acheter du mobilier pour pouvoir le louer. Il faut de la logistique, du stockage, avec des fonds assez importants. Il y a plusieurs méthodes qui existent. On peut aller chercher des fonds au niveau bancaire, au niveau des amis, le crowdfunding également. Ici, un petit peu le hasard. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé à avoir un investisseur qui a cru en votre projet et qui vous a suivi avec quand même un investissement de 250 000 francs, qui n'est pas un investissement petit. C'est un investissement important de base. À la création d'entreprise, on va avoir tendance à pouvoir lever des 10, 15, 20, 50 000 francs de manière relativement facile, si j'ose dire. 250 000 francs, c'est une somme assez importante. Si on n'est pas une start-up EPF ou autre, ce n'est pas évident de trouver cette somme. Donc là, un petit peu, comment est-ce que vous avez pu obtenir ce soutien? Oui, alors il faut savoir qu'au préalable, on avait déjà mis toutes nos économies avec mon conjoint pour un peu tester le marché. Et c'est vrai que ce n'est pas chose facile. Comme vous l'avez très bien dit, le mobilier, ce n'est pas du service. Donc il faut acheter quelque chose de physique, donc avoir un stock, donc beaucoup de dépenses, surtout au tout début. Donc on a mis tout ce qu'on avait de côté et puis on a vraiment monté un business plan et on a rencontré une personne qui croyait vraiment très fort en notre projet et aux perspectives d'évolution et d'avenir. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a voulu faire partie de l'aventure. Il croit fortement au projet. Vous aviez déjà quelques mois d'activité qui a pu prouver que l'investissement de base pouvait définir une rentabilité. Parce qu'un investisseur, in fine, il cherche la rentabilité. Finalement, en 2021, c'est la création officielle de l'entreprise, mais mon idée est arrivée plutôt vers 2020. Et je dirais que pendant une année, on s'est quand même cherché, on a tâté le marché, on a investi de l'argent. Donc il y avait quand même cette année-là d'évolution aussi à prendre en compte et puis qui a pesé dans la balance. Donc déjà une année de preuve du concept pour qu'un investisseur puisse venir derrière. Et c'est là que vous vous êtes dit, la location, on va se spécialiser là-dedans, comme avec le constat que vous avez fait, avec le mobilier pour bébé. Comment est-ce qu'elle est venue, cette idée-là, de vous dire on va se positionner sur ce marché-là, déjà de la location, mais aussi du mobilier premium? Et peut-être on va définir aussi ce que c'est le premium. Oui, tout à fait. Alors, je pense que les générations changent et quand on parle de location, on fait aussi référence à l'abonnement. Tout comme il y a Netflix pour les séries, Spotify pour la télé, l'idée première était de proposer un abonnement de mobilier. Swap aussi, le choix du nom qui veut dire, donc en anglais, changer. La possibilité, je pense maintenant qu'on est dans des générations où on ne garde plus le buffet de sa grand-mère pendant 30 ans et on veut suivre la tendance, on veut changer de meuble. Et donc pour être un peu anti-surconsommation, anti-gaspillage aussi, on trouvait intéressant d'utiliser cette formule de location pour changer d'intérieur, etc., sans trop surconsommer. Donc déjà, je pense une grosse démarche éco-responsable et puis
ça, c'était vraiment une des grosses... Ouais. Oui. Et puis cette tendance, comme vous dites, de vouloir changer de mobilier, mais de se dire on va prendre cette tendance-là pour la transformer aussi en location. Et alors, le mobilier premium, qu'est-ce que c'est? Le mobilier premium, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le marché du mobilier, le haut de gamme va plutôt être du mobilier de designer, des choses comme ça. Le mobilier premium, ça va être du très bon milieu de gamme, avec, pour nous, en ce qui nous concerne, des fournisseurs qui sont européens, donc avec des marchandises et des meubles qui sont fabriqués en Europe, avec des vrais tissus de bonne qualité, du bois qui vient vraiment... massif, etc. Pas du contreplaqué, des meubles qui peuvent se monter, se redémonter et vraiment qualitatifs. J'imagine que c'est aussi quelque chose d'incompatible, voire même de pas incompatible, voire même de nécessaire. C'est-à-dire que si vous faites de la location, il faut une certaine durée de vie pour rentabiliser. Du bas de gamme avec du stratifié, du contreplaqué aura tendance à s'user beaucoup plus vite. Et donc pour vous, c'est plus pertinent d'acheter quelque chose qui va durer et qui se rentabilise, plutôt que quelque chose qui va rapidement s'user et se casser. Évidemment, dans cette aussi démarche d'éco-responsabilité, il y a aussi la durabilité qu'il faut prendre en compte. Et évidemment qu'un meuble qu'on va payer plus cher de base parce qu'il est mieux construit, parce que les matériaux sont qualitatifs, dans le temps, il va bien sûr durer. Stéphane, pour qu'on situe un peu Swap sur le marché du meuble, justement, on est plutôt dans quelle gamme de prix, dans quelle gamme de produits? On est au-dessus de ce que propose Ikea? On est à peu près dans ce que fait Pfister? On est au-dessus? Où est-ce qu'on se situe? Alors, on est clairement plutôt du côté de Pfister, Maison du Monde, même plutôt Pfister sur certains types de meubles. Sauf que, voilà, il y a quand même des différences. Pfister va avoir une gamme peut-être plus large mais moins profonde, alors qu'ici on va avoir des designers ou des spécificités, des choses qu'on ne va pas forcément retrouver partout. Mais au niveau gamme de prix, on peut tout à fait se comparer à Pfister avec un canapé qui peut coûter 1 500 jusqu'à 6, 7, 8 000 francs selon le type de canapé. C'est le type de gamme qu'on pourrait retrouver chez Pfister. Comment vous avez choisi les fournisseurs et les marques avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Oui, alors il faut savoir que je suis une grande curieuse et puis vu que c'est ma passion, je fais beaucoup les salons. Donc tous les ans, je vais à Milan faire le salon du meuble et aussi à Paris pour faire le maison et objets. Donc c'est important pour nous de chercher des marques de meubles intéressantes qui proposent des meubles de qualité. Il faut savoir aussi que parfois la marque, on paye énormément le prix de la marque dans le prix du meuble. Donc l'idée c'est de trouver un bon équilibre. Un bon équilibre entre la qualité et le prix. Finalement, on arrive sur des meubles qui ne sont pas forcément beaucoup plus chers que dans le fast furnished pour certains articles, mais qui sont très qualitatifs. Donc il faut aller chiner, quoi. Il faut aller découvrir des marques peut-être moins connues. Ouais. Mais il y a aussi la question de la provenance, aussi, de la fabrication. Vous travaillez principalement avec des entreprises européennes, hein, c'est ça, qui fabriquent en Europe, je me trompe? C'est juste. Ouais. Oui. Ça aussi, c'était un choix de par votre démarche éco-responsable aussi, il me semble. Tout à fait, oui. Ouais. Après, bien sûr, on peut pas... Voilà, il y a quand même un tracé qui est européen. Bien sûr, il y a peut-être quelques vis parfois qui viennent made in China. Ça, on peut pas certifier 100%, mais en tout cas, les fabrications et les usines sont en Europe. Stéphane, on parlera après de la gestion du stock justement de ces fournitures-là, de ce mobilier, mais peut-être parlons déjà de la spécificité de Swap, la location certes, mais on l'a vu avec la répartition des activités, hein, 40% et 40%, donc la majorité des activités octroyées à quoi ? À l'événementiel et au home staging. Alors, il faut décrypter un peu tout ça. Hein. Oui, alors le home staging, prenons ça pour commencer, c'est quelque chose qui est apparu il y a une vingtaine d'années aux États-Unis. C'était pour un peu faciliter la vente d'un bien immobilier. Hein. Quand on entre dans une maison complètement vide, on ne peut pas se projeter. C'est un peu la règle. Ou avec des meubles moches. Ou voilà, les meubles de grand-mère qui sont là depuis 40 ans. C'est difficile pour quelqu'un de se projeter. C'est une tendance qui est arrivée en Europe il y a une dizaine d'années, mais qui n'a pas connu d'acteurs. Et puis là, je pense que vous avez décelé l'aubaine, entre autres parce que votre conjoint, vous le disiez, était dans l'immobilier. Finalement, lui, il avait besoin de vendre des maisons et c'est comme ça que ça a commencé. Puis petit à petit, vous avez développé votre réseau de promoteurs immobiliers qui font appel à vous aujourd'hui. Tout à fait. Donc le home staging, comment on est arrivé là, vous l'avez très bien dit, donc c'est né aux États-Unis. Et mon conjoint, justement, avait la problématique au tout début de la société. Il avait 2-3 biens qui étaient neufs, donc qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi on n'arrivait pas à les vendre. Et puis on s'est dit, on va essayer de faire ce test sur ces appartements, de les meubler, de les décorer, afin que les gens arrivent à se projeter. Et puis pour créer cet effet coup de cœur, je pense que quand on arrive dans un bien qui est vide,
à part si on a vraiment un bon moyen de se projeter dans l'espace, mais c'est quand même assez compliqué d'avoir un coup de cœur. Concrètement, ça marche comment? C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je veux vendre ma maison, je viens vers vous, et puis vous me remeublez pendant une durée déterminée mon salon, ma chambre, pour rendre ça joli. Tout à fait. Alors pour le home staging, c'est un peu différent. En général, on conseille plutôt l'abonnement du coup de 6 mois, qui reste quand même une bonne période pour vendre un bien, entre le moment où on fait des photos professionnelles et puis la vente et les visites surtout. En général, ce qu'on propose, c'est de meubler les parties les plus importantes, soit la salle à manger, le séjour, une chambre, la plus grande des chambres, la master bedroom, pour montrer la place et ce qu'on peut en faire, et la plus petite des chambres en bureau ou chambre d'enfant. Il n'est pas nécessaire forcément de meubler tous les espaces, parce qu'après, une chambre reste une chambre, on arrive à se projeter quand même. Et ça reste 3 mois, 6 mois, 1 an, ça vous définissez en fonction du contrat. Il y a autre chose, Stéphane, c'est l'événementiel. C'est assez important aussi, et je crois que justement, ça fonctionne beaucoup avec les entreprises. Donc, on peut aussi préciser que Swap fait beaucoup ce qu'on appelle du B2B, du business to business, donc communique surtout avec des entreprises. Oui, c'est la majorité des clients, c'est 80% des clients de Swap sont des entreprises, que ce soit immobilier ou événementiel. Et l'événementiel a connu un petit virage quand même ces dernières années. On veut de l'événementiel un peu plus exclusif, de l'événementiel un peu plus différent. On veut créer quelque chose dans lequel on se sente un peu unique. Les mobiliers avec les tentes en plastique et les chaises en plastique, ça allait bien jusqu'aux les années 90, 2000. Aujourd'hui, on veut créer du prestige, on veut créer de l'exclusivité. On le voit entre autres avec les clients que vous avez, que ce soit le Montreux Comédie, Louis Vuitton ou d'autres grandes marques de luxe qui, pour leurs événements, vous le disiez, sur quelques jours, voire quelques semaines, vont faire appel à vous pour du mobilier un peu différent, un peu exclusif. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi eu le post-Covid qui a joué son effet, l'envie d'un renouveau dans l'événementiel, et bien sûr je parle de l'événementiel professionnel, et de proposer vraiment des endroits comme à la maison, cosy, où on se retrouve, où on se sent vraiment bien et on se sent vraiment comme chez soi. Qu'il n'y avait peut-être pas avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs déjà dans l'événementiel, mais ça sera plutôt pour louer des cantines, pour louer des tables et des bancs pour des gros événements, mais du mobilier un peu spécialisé comme ça, un peu différent. Un peu design, donc des canapés. Là, il n'y avait pas d'acteurs présents et voilà, vous êtes arrivé sur le marché et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, oui. Je pense qu'on fait la différence parce qu'on propose un produit qui est aussi différent. Vous nous avez dit, quand on a préparé cette émission, c'est vraiment là-dessus que vous voulez miser aussi à l'avenir. C'est vraiment ça que vous voulez développer le plus possible, il me semble. Tout à fait. Donc les deux choses qu'on aimerait développer à l'avenir, ça va être l'événementiel, évidemment, et également le home staging, parce que, comme vous l'avez dit, on est encore aux prémices. Les gens, ils connaissent peut-être même pas forcément. Et puis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de pousser les choses. Et puis, ça aide énormément les courtiers à vendre plus vite. Ça accélère les ventes. Et puis, on connaît le marché de l'immobilier en ce moment. C'est pas génial. C'est comme toujours une entreprise qui est un peu nouvelle entrante, où c'est un nouveau marché, nouvel acteur. On a les avantages et les inconvénients d'être le précurseur. C'est-à-dire que vous avez l'avantage d'avoir le marché pour vous. L'inconvénient, c'est que personne connaît encore bien cette activité. Donc, il faut beaucoup se faire connaître et il faut aussi être prudent à bien verrouiller son marché parce que quand quelque chose fonctionne et qu'il y a un peu de marge à faire, les concurrents peuvent vite arriver sur le marché. C'est intéressant, c'est à double tranchant ça justement. Vous le voyez comment, Caroline? C'est plutôt positif ou? Alors après, il faut quand même savoir que c'est pas facile tous les jours. Comme on a dit, on doit quand même acheter des biens qui ont un certain coût. On est sur alors, il y a déjà ça, on est sur un produit d'entreprise de location de mobilier, c'est pas quelque chose qu'on pense de manière innée. Enfin, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe. Donc, c'est pas une recherche qu'on va faire spontanément sur Google. Alors, comment vous faites là pour développer ça? Alors, c'est le marketing qui joue que ça va être par Google Ads, par des pubs. On fait beaucoup de salons. Je suis aussi dans un groupe de réseauteurs, donc je présente mon entreprise toutes les semaines. Enfin voilà, il y a quand même on met quand même l'accent beaucoup sur le marketing parce que vu que c'est quelque chose qui n'est pas connu, il faut le faire connaître. Et donc, voilà, il faut remonter les manches tous les jours. Donc, c'est quand même fastidieux, c'est fatigant. Et puis, voilà, en tout cas, nous, les cofondateurs, donc les 3, pour l'instant, on s'est pas vraiment généré un salaire. Donc, on réinvestit vraiment tout ce qu'on pourrait se faire dans la société. Donc c'est des marges qui sont intéressantes
Mais voilà, il faut y aller, il faut retrousser les manches et puis... On avait oublié d'ailleurs de citer Déborah, la troisième cofondatrice, donc vous, votre conjoint Stanislas et Déborah. Ce que disait Stéphane est intéressant aussi sur la concurrence. J'aimerais vous entendre parce que le fait qu'on ait quelque chose un peu de nouveau comme ça, comme le home staging, il y a aussi la crainte que d'autres entreprises viennent aussi développer le même type d'activité que vous. Vous avez pensé à ça ? Oui, évidemment. Alors de toute façon, quand on est les précurseurs, il y a forcément des gens qui vont suivre. Après, comme je vous ai dit, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Donc, bon courage. Voilà, et compliqué. Pourquoi ? Principalement, Stéphane Meyer, on va le voir, l'un des gros enjeux de la gestion d'entreprise et du fonctionnement de Swap, c'est la gestion des stocks. Parce qu'il faut acheter du mobilier, il faut le stocker à Gland ou à Morges, et ensuite il faut le vendre, mais il faut avoir les bonnes quantités. Comment ça marche tout ça et quels sont les enjeux ? Oui, alors évidemment, du stock qui dort, c'est de l'argent qui dort. On va essayer de limiter au maximum la taille du stock, mais il faut essayer de répondre aussi aux besoins des clients dans des délais raisonnables. Donc l'équilibre doit se jouer un petit peu ici. Swap a décidé d'investir sur 2 zones, plutôt Gland ou Morges. Gland pour la partie plutôt bassin lémanique côté genevois et Morges plutôt le côté lausannois et autres arcs lémaniques côté est. Avec aussi un petit peu une différence. Vous avez identifié que le homestaging se faisait plutôt dans une région et l'événementiel plutôt dans l'autre. Donc vous avez un petit peu aussi adapté votre stock. Et puis derrière, il y a aussi une réflexion qui est intéressante chez Swap, c'est qu'ils ont décidé d'internaliser un maximum d'activités, comme le nettoyage, le reconditionnement, la mise en place, la logistique, la livraison de tout cela. Bonne idée ça, Stéphane, justement ? En tout cas, pour maîtriser les coûts, on aurait tendance au début à externaliser parce qu'on n'a pas la structure. L'investissement, je pense, a permis de pouvoir l'internaliser pour mieux maîtriser ses coûts. Et puis aussi, c'est une partie de la valeur ajoutée qui se fait dans l'entreprise. Donc là aussi, peut-être, le confort financier a permis de pouvoir le faire. Donc plutôt un bon calcul, en effet, pour se lancer. Comment vous gérez justement cet équilibre, Caroline, de la commande aussi avec les fournisseurs que vous travaillez, la gestion des stocks, comment ça marche ? Oui, alors c'est pour ça que c'est bien que Déborah m'aide là-dessus. Donc Déborah, elle va vraiment gérer tout ce qui est le back-office, mais aussi toute sa gestion de commande, c'est-à-dire de la commande du client jusqu'à la livraison. Donc quand le client passe une commande, ensuite on doit s'assurer des stocks. Si nous n'avons pas les stocks, nous devons les commander, donc les faire venir. Et ensuite d'organiser, nous, en interne, la livraison avec notre service de logistique. Donc vous êtes sur une politique des stocks vraiment minime, c'est-à-dire que vous attendez que la commande soit déclenchée par le client avant de commander, ou vous avez quand même un petit peu de stock ? Comment vous faites ? Alors on essaye, l'idée, vu qu'on est un peu anti-surconsommation, c'est de ne pas surconsommer à la place des autres, ce qui serait totalement inefficace. Donc on doit quand même avoir un stock nécessaire et minimum pour pouvoir répondre à un minimum de demandes. Donc on a toujours, en tout cas pour le homestaging, 2-3 appartements déjà en stock, prêts, si on a une demande pour demain, après-demain, etc. Ouais. Pour l'événementiel aussi, on va avoir quelques stocks, je ne sais pas, une 50aine de pièces d'un fauteuil. Voilà. On va essayer de ne pas surconsommer et de ne pas surstocker et d'être à l'aveugle comme ça. Ça, c'est un peu compliqué aussi, peut-être, avec justement les clients qui veulent peut-être tout de suite, Stéphane. Oui, mais on est habitué, puis c'est un modèle qui est aujourd'hui assez standard, on le retrouve dans tous les secteurs d'activité, même l'automobile. À l'époque, on allait en concession, on disait « je veux cette voiture, telle couleur, telle option », on l'avait tout de suite. Aujourd'hui, on est aussi sur ce qu'on appelle un modèle en flux tendu, c'est-à-dire qu'au moment où je commande, c'est le moment où la voiture est fabriquée dans l'usine, donc il y a un délai entre deux. Mais vous avez trouvé une petite parade à ces éléments-là, c'est que vous avez négocié avec des fournisseurs qui jouent un peu votre rôle de stock intermédiaire. Là aussi, c'est intéressant, vous avez développé vraiment de manière importante une bonne relation fournisseur et eux ont un peu de stock pour vous chez eux au cas où. C'est ça. On a 2 fournisseurs, dont un principalement, pour lesquels on travaille avec eux depuis le tout début. Ils croient énormément au projet, on a tissé des liens et pour lesquels, voilà, si j'ai une demande le lundi, je peux aller m'approvisionner et envoyer un camion pour récupérer la marchandise pour le vendredi, dans leur stock à eux. Donc, ce qui peut être plutôt pratique en cas d'urgence. Ce qui est intéressant aussi, on parlait des habitudes justement des consommateurs et notamment, on l'a vu tout à l'heure avec ce graphique, sur l'habitude à consommer davantage sur Internet. Alors ça paraît étonnant de commander ses meubles sur Internet sans passer voir peut-être au magasin, s'asseoir sur le canapé, tester, etc. Et pour autant, vous aussi, c'est ce que vous faites maintenant. Au début, il y avait quand même une petite boutique à Nyon. Maintenant, ça s'est un peu réduit pour être un bureau, seulement à Nyon, et puis les entrepôts dont on a parlé à Gland et Morges. Et vous gérez davantage vraiment l'accompagnement client, le rendez-vous client, et ensuite, ça se commande sur catalogue.
Oui, c'est ça. Je pense qu'avec aussi le boom, comme vous l'avez dit précédemment, de la Redoute, de ces grosses structures de sites online, les gens, ils ont quand même plus le réflexe et moins peut-être, est-ce que c'est une question de flemme ou je ne sais pas, ou peut-être qu'il y a aussi l'effet du Covid, vu qu'on allait moins en boutique, vu que tout était fermé, ils ont pris ce réflexe-là. Et puis, on a testé, comme vous l'avez justement dit, d'avoir ce showroom à Nyon, plus grand, pour exposer la marchandise. Mais finalement, on s'est rendu compte... Plus ou moins, oui, que les gens ils préféraient finalement commander soit online. Et puis après, pour le B2B, on fait du conseil et puis ils préfèrent venir aux entrepôts pour voir plus de marchandises, plus de coloris qu'on ne pourrait pas exposer dans une boutique. Ça, le conseil et la proximité, justement, en tant que petite entreprise basée à Nyon, c'est aussi là que vous tirez votre épingle du jeu par rapport aux grands mastodontes du mobilier et puis peut-être à des plus grandes entreprises qui feraient de la location. C'est le côté proximité aussi, ça joue ou pas? Ça joue bien sûr. Et puis le fait aussi qu'on soit vraiment là pour les aider dans leur démarche de projet. C'est pas juste commander des meubles online, on est vraiment là pour les accompagner parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas quoi choisir, que ce soit pour de l'événementiel ou pour du particulier. Donc vraiment de les accompagner dans cette démarche et puis il n'y a rien de mieux que de se rencontrer, de discuter des envies de chacun. Parce qu'un rôle de décorateur d'intérieur à ce moment-là qui entre vraiment en jeu. Oui. Caroline, un petit mot sur la gestion d'entreprise aussi et des employés. Il y a 6 employés aujourd'hui à peu près à Swap. Si on fait un équivalent emploi plein temps, on réduit un petit peu cela. Et puis donc vous êtes à la tête de cette entreprise. On peut peut-être l'apercevoir à l'image. Caroline, vous êtes enceinte. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on gère ça quand on est chef d'entreprise, qu'on a fondé sa propre entreprise, et puis qu'il y a cet heureux événement qui arrive? Comment est-ce qu'on se prépare à gérer son temps et peut-être avec le congé parentalité qui arrive bientôt? Comment est-ce qu'on gère ça, en fait? Alors, oui, c'est une très bonne question. Après, je pense que quand on a fondé sa société, c'est un peu comme un bébé aussi. Donc la gestion du congé parentalité... J'y pense, mais je me dis que j'arriverai difficilement à lâcher quand même. Et vous pensez à avoir un employé justement ou une employée qui arriverait en renfort, c'est ça? C'est ça. Alors, on a déjà pris une stagiaire. Il faut savoir que c'est très drôle, mais ma collègue Déborah vient d'avoir un bébé. Donc, on se passe un peu le relais comme ça. Félicitations à elle d'ailleurs. Voilà. Et puis, du coup, on a embauché une stagiaire qui est actuellement en formation pour prendre la suite quand je pourrais... Je ne pourrais plus être présente. Ça rajoute des enjeux, mais alors vous souhaitez garder effectivement le même nombre de mandats et la même croissance d'entreprise. Tout à fait, oui. L'activité ne doit pas changer. Stéphane, parlons peut-être de l'avenir de Swap, justement. Aujourd'hui, on a vu les chiffres, on a vu où est-ce que l'entreprise en était. Comment est-ce qu'elle peut encore grandir et puis qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Alors, je pense que Swap va arriver d'ici 6 mois, une année, peut-être 2 ans maximum, à ce qu'on peut appeler un plafond de verre. C'est-à-dire qu'il va falloir se poser la question des investissements supplémentaires pour grandir, développer son marché. Bientôt, peut-être arriver à saturation au niveau du nombre de personnes, des clients dans la région ou de la capacité à répondre à la demande. Donc, on arrive à ce plafond de verre où peut-être que se poser la question de grandir d'un coup va se poser. Est-ce qu'un développement sur les marchés romans, voire même national, voire pourquoi pas même aller sur d'autres régions alémaniques, françaises, allemandes ou encore italiennes. Ça, il y a des problèmes de douane, je crois, qui sont un peu compliqués à gérer. Mais comment vous voyez, vous, votre développement dans les prochaines années? Est-ce que vous voyez un petit peu ce plafond de verre qui arrive maintenant? Tout à fait. Alors déjà, pour le futur proche de la société, je pense qu'on a bien consolidé la base qu'on a déjà, proposé des nouveaux produits, etc. Ça, c'est dans les prochains mois. On a pour objectif, en 2025, justement, d'arriver en Suisse alémanique parce qu'on a eu quelques demandes de façon ponctuelle, sans marketing derrière. Donc, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose aussi à creuser là-bas. Donc, on a déjà mis notre empreinte. On a aussi eu pas mal de demandes dans le Tessin, mais bon, là, c'est quand même tout de suite beaucoup plus loin. Donc, déjà, à développer la Suisse dans d'autres parties. Et puis, pourquoi pas, après... Europe, quand je dis Europe, je pense notamment aux pays voisins. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a la question de la douane qui se pose, les TVA, c'est jamais facile de importer, exporter, c'est pas... Donc là, probablement, changement de structure d'entreprise, entrée de capitaux ou d'investisseurs supplémentaires pour justement couvrir l'entier du marché. C'est aussi un risque, c'est-à-dire que le bébé n'est plus un bébé, devient grand et est à partager à d'autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez avec un peu de crainte ou progressivement, vous prenez le temps d'y réfléchir?
Alors disons que vu que jusqu'à maintenant, on a une progression plutôt organique, avec d'abord des autofinancements, etc. Et puis voilà, de laisser faire les choses jusqu'à maintenant, je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer la vitesse supérieure. Donc ça nous fait plus ou moins peur. Non, je dirais que on s'est fait à l'idée. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça c'est un enjeu qui se pose beaucoup à ces startups en fait, et puis à ces PME, cette histoire de plafond de verre. Comment on fait pour y répondre, Stéphane Meyer? Il est important, c'est vraiment d'être prudent déjà dans la phase. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut aller assez vite quand même pour répondre à la vitesse du marché. Il faut se poser les bonnes questions, il faut essayer de projeter le potentiel. On l'a vu, on parlait que de croissance organique, donc une croissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une croissance naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément de gros investissements pour aller chercher. Aujourd'hui, il n'y a pas de vendeurs actifs qui vont démarcher les entreprises pour. Donc on est sur une croissance naturelle qui toute seule amène du 20% de croissance sur cette entreprise. Ça veut dire que si demain on veut grandir, on va peut-être prendre d'un coup 1 ou 2 stocks à droite à gauche en sémanique et 2, 3, 4 vendeurs pour d'un coup doubler, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires en moins de 2 ans. Ouais. Donc c'est vraiment un cap important, hein. On fonctionne un peu en escalier. Et là, il y a une marche à faire et cette marche est importante. Il faut prendre le temps d'analyser le business, d'analyser le marché correctement et le potentiel de marché. Caroline, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Eh bien, de continuer comme ça, de faire accroître mon entreprise encore plus, justement ce développement dans d'autres cantons. Oui. Et puis, comme je dis toujours à la fin de mes pitchs, let's swap. Let's swap. Alors, bonne vie à vous, à votre entreprise, à vos 2 bébés, du coup, celui qui est là et puis voilà, celui qui est bientôt là. Et puis, merci à vous, à très bientôt. Et merci Stéphane Meyer d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain. Merci d'avoir regardé Écorégion. On se retrouve donc au mois de novembre pour une nouvelle émission avec un nouvel entrepreneur, une nouvelle entrepreneuse assis à table ici pour parler de son business. Belle soirée à toutes et à tous sur NRTV. Vous regardez l'émission Écorégion en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch.